Bonjour Xavier. Bonjour. Donc nous sommes en compagnie de Xavier Fournier à Migène Collector édition 2026 devant une superbe réplique de voiture de film, on ne sait pas lequel mais... C'est la voiture de Green Hornet. Ah oui, Green Hornet, exact, c'est ce qu'il avait dit hier. Alors Xavier Fournier, le illustre rédacteur en chef de Comic Box. Mais alors Comic Box a un peu changé de formule. Comic Box, déjà ça s'est arrêté il y a presque 10 ans dans les kiosques. Oui, dans les kiosques. Et puis on l'a ramené il y a quelques années en MOOC. Je crois que le premier numéro est sorti, on était en train de produire le premier numéro au moment où il y a eu le début de la guerre en Ukraine. D'accord. Ce qui était un super moment bien choisi pour... Moment idéal. Voilà, idéal pour le prix du papier de la matière première. Donc on a sorti 2 numéros en MOOC. Pour l'instant, on avance d'autres projets, moi en particulier j'avance des projets perso pour rien me cacher. Et puis peut-être qu'on fera d'autres MOOC à l'occasion, on n'y est pas opposé. Mais pour l'instant, on attend un peu que le prix du papier aussi rebaisse, sinon tu fais des numéros à 50 € et les gens ne sont pas contents. Donc voilà, quoi, faut pas non plus faire n'importe quoi. Et donc, et à côté de ça, tu as écrit plusieurs livres sur les super-héros. J'ai écrit à ce jour, j'ai 6 bouquins qui sont parus sur les super-héros et les comics, les super-héros d'ailleurs américains ou français. Et puis je continue d'en écrire d'autres. J'ai un 7e bouquin que j'ai écrit l'an dernier qui est pas encore annoncé, qui est pas encore sur lequel je communique pas encore. Donc du coup je suis en train d'écrire le 8e et le 9e, sinon je m'ennuie. Et puis, depuis fin 2019, justement en freiquentant des festivals un peu comme ça, m'est venue l'idée en rencontrant des auteurs de comics, je me suis dit qu'il y avait quand même une matière première qui n'était pas pleinement utilisée. J'allais dire exploiter, c'est un mauvais mot, exploiter, j'aime pas. Utilisée, et que comme finalement, moi je connaissais un petit peu le sujet, je pourrais me permettre un petit peu d'approcher ces auteurs, de leur poser des questions thématiques. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire des documentaires qu'on finit chez Warner. Ouais. Et non seulement chez Warner, mais aussi sur la plateforme HBO Max. Donc là, on en a sorti 3 et je suis en train de voir pour la suite. Voilà. Ah oui, donc là, tu te dirigerais plus, on va dire, vers l'audiovisuel, quoi. Non, pas l'audiovisuel, mais je pense l'écrit. J'ai vraiment, tu vois, j'ai eu plein de projets sur 2024 qui m'ont tenu un petit peu à l'écart de l'écrit. En particulier, j'ai été commissaire d'expo sur une grosse expo Marvel à Angoulême. Ça m'a pris du temps. Il y a beaucoup d'allers-retours, beaucoup de choses comme ça. Et puis, par exemple, je tournais mon 3e documentaire qui était sur les super-héros en Afrique. Mais alors, fait en Afrique, pas les Américains comme Black Panther, vraiment les trucs produits en Afrique. Et je me suis retrouvé à un moment où ça faisait des mois que j'avais pas beaucoup écrit, ça me manquait physique. Enfin, si tu veux, c'est comme ma tasse de café. Il y a peut-être le matin que tu viens de prendre. Je ne fume pas, donc sans doute que des gens qui ont l'habitude de la petite cigarette du matin, enfin, physiquement, ça me manquait. Donc il a fallu que je me replonge vraiment dans l'écriture. Donc j'imagine pas un scénario où je laisserais tomber complètement l'écriture. C'est vraiment mon ADN, quoi. Et il se trouve que l'audiovisuel, c'est un bon complément de ça, c'est un truc en parallèle parce que tu touches pas les mêmes personnes. Il y a des gens qui s'assoient plus facilement devant un écran que devant un bouquin. Beaucoup. Des fois pour des bêtises, il y a plein de gens qui se sentent pas légitimes à lire un livre. Ah oui. Je vois ça des fois. D'accord. Ah ok. Qui pensent que c'est pas pour eux, des trucs comme ça. Donc je trouve que c'est une bonne manière d'aller démarcher. J'ai eu la chance sur ces documentaires-là, en plus c'est pas des boulots de commande, c'est-à-dire qu'à chaque fois c'est des discussions avec mon producteur et avec Warner, où je propose l'idée de départ et ils me suivent. Par exemple, les super-héros fabriqués en Afrique, c'est pas ce qu'il y a de plus commercial, on va dire, au prime abord. Clair. Et en fin de compte, ils me suivent. Et l'important, c'est que ça fait un sujet intéressant. Mais alors, on va dire que ton sujet primaire et même secondaire, c'est les super-héros, les comics américains. Mais qu'est-ce qui t'a amené à devenir cet érudit en la matière? Alors, on va rappeler que les comics, ce ne sont pas que les super-héros. C'est bien pour ça que j'ai précisé les comics et les super-héros. Mais je trouve que les super-héros sont souvent mal compris. Il y a beaucoup de gens qui les prennent au premier degré. Qui te disent, ah bah oui, c'est jamais des histoires de gens qui volent. Et ça raconte tellement d'autres choses que moi, ça m'intéresse de montrer plein d'angles différents des super-héros ou des super-héroïnes, de montrer socialement, politiquement, ce que ça a pu raconter à telle époque, sur tel sujet, sur Richard Nixon, sur telle guerre, sur telle maladie, sur tel événement. Et il y a tellement de portes d'entrée que je trouve ça intéressant de montrer que les super-héros sont pas cette espèce de résumé potage de 2 lignes
qu'on trouve d'habitude dans certains médias ou sur certaines chaînes. Donc, comme quand on est lecteur de comics ou même de bande dessinée populaire, en général, on n'aime pas trop les injustices. On a été biberonné au fait qu'il y a un moment, faut un peu redresser les torts. Et je me dis que c'est le manque de perception des super-héros fait que j'aime bien un petit peu remettre la cathédrale au centre de la ville. Mais à côté de ça, quand j'ai fait un bouquin qui s'appelle Comics sans guerre, non seulement je racontais le comportement de Captain America pendant la Seconde Guerre mondiale, mais je racontais aussi les histoires de GI ou de soldats américains qui ont participé à l'évacuation de Dunkerque dans des comics d'époque. Si tu veux, sans doute que si j'avais pas mis des images de Captain America, le public serait pas venu voir ces personnages de troisième zone qui sont quand même super intéressants. Et souvent, le super-héros me sert aussi de cheval de Troie, parce que des gens voient des types en slip, en rouge et en bleu, se disent ça va être facile d'approche de lecture, et tu peux te permettre, grâce à ce cheval de Troie, de leur parler d'autres choses. Je me souviens d'un numéro de Comic Box où on avait parlé des héros aquatiques, et bien entendu, il y avait une couverture avec Fatum, à l'époque, c'était le personnage aquatique qui marchait, et en même temps, dans le dossier, je parlais de Namor submarinaire, je parlais de Neptina, une héroïne du Golden Age. À mon avis, on n'est pas 36 magazines un jour avoir glissé un article sur Neptina dans un magazine vendu en kiosque. Je suis pas en train de dire machin parce que bon, tu vas pas avoir une médaille parce que tu as parlé de Neptina, mais c'est toujours intéressant de faire parler de ces personnages méconnus, quoi. C'est de la pédagogie. C'est-à-dire que il faut te demander par quel moyen tu peux faire passer le message et négocier l'idée avec ton lecteur ou ta lectrice que ce personnage-là qu'il connaît pas, qu'il a peut-être jamais lu, en fait, il est super intéressant. Mais après, tu parlais de la vue simpliste des super-héros que peuvent avoir les gens, mais les films Marvel actuels n'aident pas beaucoup. Pas forcément d'ici d'ailleurs. Pas forcément les gens. Moi, d'abord, tu vas voir un film, t'en penses que t'en veux. Tu lis un livre, t'en penses que t'en veux. Et ça, c'est tout le monde a un avis. Enfin voilà, est-ce que les glaces à la vanille ou les glaces au chocolat sont meilleures? Tout le monde, tous autant qu'on est, on pense en notre fort intérieur ce qu'on veut. C'est pas un verdict. Enfin, en dehors du verdict personnel. Je trouve que médiatiquement, souvent, d'ailleurs c'est assez marrant, t'as un truc qui marche à deux vitesses. On te dit les super-héros c'est commercial. Et comme c'est commercial, c'est Trumpiste, c'est machin, ce qui est une connerie monumentale, enfin voilà. Donc on te vend ça comme ça. Et puis, dans les moments où ça marche pas, et là par exemple, on s'est beaucoup familiarisé avec l'idée que les comics en France, les traductions de comics en France représentent 3 ou 4% du marché de la vente de BD en France. Donc moi maintenant je croise des gens qui me disent oui mais non, les comics ou les super-héros, on va pas en parler, ça marche pas. Donc c'est super cool. Quand ça marche, c'est trop commercial, c'est trop mercantile. Quand ça marche pas, on se bouche le nez en disant non, c'est infréquentable. Il y a un juste milieu qui est de se dire que on peut peut-être se servir du moment où ça marche pour véhiculer plein d'idées, pour s'intéresser à Captain America est devenu un sujet de film. On peut peut-être parler des auteurs de Captain America. On peut peut-être parler de pourquoi et comment ils ont créé ce personnage, à quelle période. On peut peut-être aussi rebondir sur le super vilain qui est dans ce film-là. On peut peut-être ouvrir des trucs. On peut peut-être dire que si tel film a plu, à ce moment-là, il faut peut-être se reporter vers tel comic book qui en est la base. Donc, les moments où ça marche, je pense qu'il faut s'en servir comme à nouveau comme cheval de Troie, comme je disais, et les moments où ça marche pas, c'est comme dans le foot, un vrai supporter, il est là quand l'équipe elle gagne, et il est là aussi quand l'équipe elle gagne pas. Tu sais que tu es à Migène, donc non loin d'Auxerre, et en ce moment Auxerre ça va pas fort. Donc, alors, je n'ai pas lu le comic book d'Auxerre, mais je fais mais voilà quoi, c'est-à-dire que c'est dans ces moments où c'est un peu down, il faut remonter les manches et dire c'est vrai les gars, il y a telle lecture qui est là et vous passez à côté. Oui. Alors et le petit Xavier Fournier, celui qui était tout jeune au siècle dernier, il lisait quoi? Ça dépend de quelle année tu parles, mais moi, je parle des gamins, je veux dire, tes premiers contacts avec les comics. Si tu me parles à 5 ans ou à 8 ans ou à 9 ans, mais... à 5 ans, tu lisais déjà du comics? Moi, enfin, d'une certaine manière, petit moment biographique, familial et tout ça, ma mère est née dans l'après-guerre, immédiate après-guerre, c'était une baby-boomeuse, et dans la famille, ils n'avaient pas trop le sou, et elle avait plein
de camarades de classe qui lisaient le journal de Mickey. D'accord. Donc, de temps en temps, quand il s'enlaçait, il lui filait un numéro, elle pouvait le lire, puis des fois, elle le lisait pas, et elle s'était dit, moi, quand j'aurai des gamins, ils liront le journal de Mickey. Et moi, je me suis retrouvé, je sais pas, peut-être à 4 ans et demi, avant 5 ans en tout cas, je me suis retrouvé abonné d'office au journal de Mickey, alors que j'avais rien demandé. Oui, donc Mandrake, Guy Leclerc. Et je n'aimais pas le journal de Mickey, ça oui. me rasait totalement. Et à part, effectivement, ce petit truc au milieu où il y avait du Mandrake et du Flash Gordon. Oui, qui s'appelait Guy Leclerc. Ouais, et mais sur le coup, si tu veux, j'étais pas trop à me dire, il y a des magazines entiers comme de ça qui existent, je savais pas. Ouais. Et la franco-belge, je ne crache pas sur la franco-belge, ça serait aussi bête que des gens qui sont des ayatollahs de la franco-belge et qui crachent sur les comics. Moi, j'ai lu des trucs, mais par exemple, Tintin, j'ai quelques albums préférés comme Les Cigares du Pharaon, mais je marchais pas trop dedans. J'allais pas me faire l'intégrale, parce que j'étais beaucoup plus Astérix. Parce que, par exemple, Tintin, je trouvais que ça manquait de gouaille. Il m'aurait fallu des albums solo du Capitaine Haddock. C'est pas faux. Et un jour, quelqu'un de ma famille a gagné tu sais, les vieux recueils de Strange, où il y avait 3 ou 4 numéros, a filé ça à mon père parce que ça l'intéressait pas. Mon père s'est dit, c'est de la BD, on va filer ça aux gamins. Et je me suis retrouvé avec mon premier numéro de Strange, qui correspondait aux épisodes 26-27 de Strange, et j'ai découvert les X-Men. Et ils étaient en train de se friter, de se taper les uns sur les autres, et je me suis dit, non pas que ce soit, ne vous tapez pas les uns sur les autres, c'est pas bien, mais je me suis dit, ils ont le droit de faire ça. Et j'étais pas bien, mais ça a tilté en me disant, mais je savais pas qu'on avait le droit de faire ça dans une BD. Et t'avais quel âge donc à ce moment-là? Je devais avoir 6-7 ans. D'accord. Et je suis vraiment devenu collectionneur actif. Je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps. Parce qu'au début, je savais même pas où les trouver. On me les avait filés, donc j'en trouvais de temps en temps dans des déplacements en vacances. J'en achetais, mais je lisais ça avec des trous. Et à partir de Strange 79, je me suis dit non, là on arrête, cette fois-ci on les collectionne. Donc on s'y met. Strange 79, c'est l'été 76, et donc ça va faire 50 ans là dans quelques mois. Oui, ça date pas d'hier, quoi. Oui, mais après il n'y a pas de gloire non plus. Il y a plein de gens de ma génération qui les ont lus à peu près au même moment, voire même avant. J'ai pas inventé les comics en France et je suis pas partie des premiers à les avoir lus. Non, mais évidemment, mais je veux dire que c'est quelque chose, on sent que tu connais, tu maîtrises bien le sujet, tu dois lire aussi, j'imagine, les comics en VO. Oui, voilà, j'ai basculé dans la VO en 85-86. Ah oui, donc ça c'est assez tôt quand même, parce que la plupart des gens qui ont basculé en VO, c'est plus tardivement. J'habitais pas très loin de Lyon, et quand j'ai commencé à aller étudier à Lyon, il y avait un comic shop là-bas, et voilà quoi. Aussi facilement que ça. Et alors, et pourquoi cette envie de décortiquer, de faire un peu l'arrière-boutique des comics? Parce que il y a plein de gens qui lisent les comics, et voilà, ils lisent les histoires comme majorité des lecteurs, ils vont pas forcément chercher au-delà de la lecture de prime abord, quoi. C'est quoi qui t'a aiguillé vers cette recherche d'essayer de comprendre pourquoi, comment Je pense que c'est un faisceau de trucs. La première chose, c'est que tout bêtement, enfin, je sais pas si toi t'en as lu de manière continue ou discontinue. Les deux. D'abord comme toi l'été, puis après continue, puis après j'ai un peu laissé. À partir du moment où j'ai commencé à collectionner activement il y a 50 ans, j'ai pas arrêté. Et donc, ça va, il y a un moment où quand t'as 9 ans, que tu lis Spider-Man, on t'emmerde pas, t'as 9 ans, tu lis Spider-Man, c'est normal. Quand tu commences à en avoir 14, on commence de te regarder d'un air embêté en disant « Ah ouais, mais il a un problème quand même ». Où on vient de taper sur l'épaule en disant « Mais tu lis ça, mais c'est bête ». Et je dis « Mais non, Enfin, il y a une comparaison que je peux faire avec les fables de La Fontaine. Si quelqu'un te dit « Ah ben, c'est jamais des histoires d'animaux qui parlent, c'est complètement con », effectivement, c'est vrai. Ça veut juste dire que tu n'as pris que le premier degré, tu es complètement passé à côté de la morale de l'histoire. Et donc, il y avait cette espèce de truc. Alors après, quand tu es un peu plus vieux, ça va, parce que les gens se calment, ils pensent que tu achètes ces revues-là pour tes gamins. Donc ça va. Mais il y avait un truc où là, tu dis « Bah non, écoutez, Et puis, quand tu vieillis, il y a aussi un truc qui fait que moi, je relis souvent des vieux numéros. J'adore relire des trucs et découvrir des angles que j'avais pas vus. Parce que dans les comics, comme il y a différents niveaux de compréhension, quand tu le lis à 8 ans, c'est pas la même expérience que quand tu le lis à 18 ans, que quand tu le lis à 38 ou à 58. Tu lis pas Spider-Man pareil quand tu as à peu près le même âge que Peter Parker, que quand tu te retrouves à avoir l'âge de Tante May.
Bon, t'es pas encore à l'âge de tante, mais... J'ai le même âge que l'actrice qui l'a joué Ah oui, d'accord. dans les derniers films. Alors ils ont un peu Oui, ils ont un peu vieilli quand même. Comics, mais quelque part il y a de ça. Ouais. Quelque part il y a de ça. Et donc tu lis par exemple du Captain America quand t'es gamin, c'est dans les vieux Harry Artima pour te parler petit format, ce qui va te faire plaisir. Ouais. Tu les lis en premier degré parce qu'ils luttent contre une conspiration, puis plus tard tu les relis et tu fais. Mais en fait, là ils sont en train de te parler du Watergate et de Nixon. Donc c'est une redécouverte à chaque fois et je trouve ça intéressant. D'accord, ok. Et donc maintenant, tu lis qu'exclusivement VO ou tu lis encore un peu de VF? Je lis pratiquement qu'en VO. En VO, d'accord, oui. Déjà, tu as tout le choix. Alors mais moi, ce qui m'intéresse, je veux pas dire que la VF est pas intéressante. On va dire c'est un mal nécessaire. Il y a plein de gens qui sont pas anglophones. Il y en a d'autres qui n'ont pas les ressources, qui n'ont pas un comic shop à côté de chez eux, qui n'ont pas les ressources pour. Enfin voilà, il y a plein. C'est bien qu'il y a de la VF. Mais moi, à titre personnel, pour ma consommation personnelle, et puis pour le boulot, ce qui m'intéresse, c'est savoir ce qu'Alan Moore a dit dans cette putain de scène. C'est pas savoir ce qu'un tel lui a fait dire. Oui, la traduction, quand on dit toujours traduction, trahison. Il y a non, mais oui, mais non, ça c'est un mot un peu fort pour les traducteurs sont nécessaires eux aussi. Bien sûr. Mais c'est pas ce que je dis. Les traducteurs ont un style. Les traducteurs font parfois des choix d'adéquation. Moi j'ai vu des fois des personnages qui, à la faveur d'une traduction, changeaient d'avis politique. Ah oui, ça c'est plus embêtant. Si je me base là-dessus pour expliquer à mes lecteurs ce que l'auteur a voulu dire, ça marche pas. Non. Clairement. Je suis obligé d'aller à la source. Et puis des fois, toi-même, quand tu lis quand tu es vraiment super habitué à lire un auteur de VO, tu comprends qu'il a ses petites phrases, ses tournures de phrases. Ça fait que des fois, en particulier quand tu lis de vieux comics des années 50 où ils sont pas crédités, tu reconnais la phrase. Ah oui, tu réussis. Même le scénariste arrive à leur choper, quoi. T'en as où tu reconnais l'élément de scénario, tu fais ça, c'est un tel. Ouais, ok. Et alors bien sûr, c'est une impression. Après, tu grattes en disant, est-ce qu'il n'écrivait pas pour cette revue à cette époque-là? Est-ce qu'il n'y a pas tel truc? Tu commences à gratter, tu comprends ce que je veux dire. Cette approche-là, je ne peux pas l'avoir si je me base que sur de la trad. Forcément. Donc, j'imagine que chez toi, tu vas avoir un gros problème de stockage de bouquins. Énorme. J'ai des pièces ça ressemble au bureau de Gaston Lagaffe avec des cartons empilés. Je vois très bien. Je sais pas combien, j'ai arrêté de compter au-delà de 20 000. Ouais, moi pareil. Donc je sais pas combien j'en ai. Je sais que j'en ai plus que ça. Oui. C'est le problème des gros collectionneurs, c'est qu'à un moment donné, c'est la place. Je suis pas gros, je suis. Eh ben écoute, merci, c'était passionnant, Xavier. Je te souhaite un bon salon et puis, on va retourner à l'intérieur parce que là, ça caille. Merci. Eh ben merci beaucoup. Salut.